بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والمرسلين أثره نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum à toutes et à tous. Le thème de ce soir est le management interculturel. Alors c'est quoi le management interculturel? C'est tout simplement l'acte d'employer, de gérer, de coordonner et de soutenir au sein d'une organisation multiculturelle les individus issus de différentes cultures et nationalités, tout simplement. Donc, la diversité culturelle reste bénéfique, certainement, mais à une seule condition, c'est une condition sine qua non. Si l'équipe arrive effectivement à communiquer, à coordonner et à adhérer à un consensus pour atteindre des objectifs en commun. Je dis très bien en fait des objectifs en commun. Alors, c'est quoi le défi? Le défi, c'est de travailler et de communiquer. Ce sont des actes qui varient selon en fait, les cultures. Certaines cultures adoptent ce qu'on appelle le style indirect. Par exemple, pour dire non chez les Asiatiques ou les Orientaux, ça n'a rien à voir avec le style des Européens et des Occidentaux. Les Occidentaux, en fait, ils adoptent en fait un style direct. Non, c'est non. Alors que, par exemple, les Arabes et les Orientaux, de façon générale, ils ont un style indirect pour refuser ou pour décliner donc une offre. Tout dépend en fait de l'éducation et de la culture en fait, de l'individu. Donc le background consiste en un élément très important au niveau en fait, du traitement des affaires, comment on gère une affaire, comment donc on exécute donc une tâche. Donc tout dépend en fait de l'origine et de la nature de l'éducation que vous avez reçue. C'est un élément en fait qui est déterminant. Alors là en fait je vais proposer en fait 10 solutions pour un management interculturel efficace au sein d'une organisation multiculturelle. Donc la première solution, c'est d'abord on commence par une prise de conscience par soi-même. Les choses ne se font pas forcément de la meilleure manière ou de la manière optimale selon vos critères. Non. Enfin, des actes comme manger, comme parler, comme faire des gestes, comme la prise de décision, tout le temps, je dirais en grosso modo, on se dit, tiens, cette chose-là doit se faire de la sorte. Non, pas forcément. Il faudrait en fait donc relativiser en fait cette vérité et puis rester, comment dirais-je, rester souple et prendre en compte le fait qu'il peut y avoir en fait d'autres méthodes peut-être beaucoup plus optimales et beaucoup plus efficaces que la vôtre. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait développer cette écoute active, tout simplement. Numéro 2, donc la deuxième solution, c'est améliorer en fait les compétences linguistiques de votre équipe. Engager des programmes linguistiques, des programmes par exemple qui sont relatifs donc au langage corporel, body language comme disent les Anglais, la communication écrite, apprendre le vocabulaire en chacune des langues représentées au sein de votre équipe. Par exemple, là, vous êtes, je dirais par exemple, vous opérez, vous avez donc une équipe à gérer. Cette équipe, par exemple, contient des éléments arabes, chinois, je dis n'importe quoi. Arabe, chinois, par exemple, roumain, par exemple, d'Europe de l'Est. Il n'y a pas de mal à apprendre en fait, des phrases et un peu de vocabulaire en fait au niveau de ces langues-là. Ça vous permettra en fait comment dirais-je, d'atténuer en fait les malentendus entre vous et les gens qui représentent en fait ces nationalités. Et puis bien sûr en fait ça leur fera plaisir parce que c'est un acte en fait d'implication et c'est un acte de, comment dirais-je, ça reste quand même en fait un acte d'empathie parce qu'ils ils vont se sentir en fait concernés et puis impliqués en fait au niveau du process tout simplement.
Alors, comme je l'ai dit, en fait, ça reste très utile. Et puis, ça vous permettra aussi, en fait, comment dirais-je, d'approcher votre équipe. Et parce que, et aussi, en fait, d'éviter, en fait, d'éviter certaines transgressions. Parce que je me rappelle, j'avais un copain, enfin, lui, c'est un Français, il était gérant d'un point de distribution, ou plutôt d'un restaurant qui appartient à une grande chaîne internationale, enfin, qui fait de la pizza. Je ne vais pas citer de nom. Alors, bon, quand enfin, lui, il engageait beaucoup les Marocains. Quand les Marocains, en fait, étaient avec lui, certains étaient de bonne foi, d'autres ils ne l'étaient pas. Donc, il savait enfin, de quoi il s'agit. À chaque fois qu'il vient le soir chez moi, enfin, il me raconte des histoires. Qu'est-ce que ça se passe, les clients qu'il a rencontrés. Par exemple, parfois, il peut avoir... enfin, il avait par exemple un ouvrier avec lui, et par exemple, à chaque fois, à chaque enfin, au niveau de la pause déj, je lui dis, la pause de déjeuner, enfin, je lui dis, je dois aller à la mosquée obligatoirement. Parce que enfin, que les musulmans, ils ont 5 prières. Et au niveau de ces 5 prières, en fait, la deuxième prière, ça coïncide avec le déjeuner, c'est la prière de Dhuhr. Bon, de préférence, il vaut mieux aller à la mosquée, mais ça, s'il vit dans un pays islamique. Mais enfin, vous ne vivez pas dans un pays islamique, et puis vous avez des engagements vis-à-vis en fait, de votre patron. Alors, il y a la prière, vous pourrez la faire au niveau, au niveau au niveau de votre travail, c'est une petite salle ou un coin réservé pour la prière, sauf la prière du vendredi. La deuxième prière, c'est-à-dire la prière qui consiste avec le déjeuner, la prière d'or, celle-ci, elle est obligatoire. Donc il faudrait, parce que Dieu, il a dit, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. C'est-à-dire, si, pour ceux qui croient en Dieu, si l'appel de la prière est fait le jour de vendredi, laissez ce que vous avez, laissez tomber tout acte de vente ou d'achat et ouais, ça veut dire là et aller vers le comment dirais-je vers le et aller à la prière, dhikrullah, dhikrullah. Lorsqu'on fait dhikrullah, ça englobe pratiquement tout type de prière. Les rituels, c'est en fait les rituels. Alors, je vais faire la parenthèse. Bon, lui, en fait, à chaque fois, il dit écoute, moi je sais très bien de quoi il s'agit. Le vendredi, la prière est obligatoire. Mais vous venez le mercredi, puis vous me dites ça. Donc, vous voyez, ce genre de choses, ça vous permet en fait de faire de cerner la chose et puis de bien gérer en fait les malentendus. Et puis, parce que parfois il peut y avoir des transgressions ou carrément des dépassements. Et puis, ça vous permet en fait d'être à l'aise avec votre équipe. Et puis, de savoir de quoi il s'agit, tout simplement. Alors, là, je passe en fait à la troisième solution qui est l'égalité et la méritocratie en termes d'opportunités d'emploi. C'est très important. Donc, vous accordez en fait la même chance, que ce soit aux nationaux, enfin, qui sont au niveau de votre pays et aux étrangers. Ça permet de créer donc une belle et une bonne ambiance de travail. Quatrième solution, donc essayer de contrecarrer les stéréotypes en inconscient. C'est-à-dire, en fait, avoir la même chance de réussir comme les autres. Parce que parfois, vous trouvez, par exemple, l'arabe, quand il travaille, par exemple, dans une société étrangère, surtout à l'étranger, que ce soit en France ou en Angleterre, il dit, tiens, moi, je suis arabe, donc ils vont pas m'accepter, ils vont pas m'accorder cette chance. Alors que si en fait, vous réussissez en tant que gérant et en tant que manager à enlever cette idée, en fait, et ce stéréotype en inconscient chez lui, vous allez réussir en fait à faire intégrer tous les membres enfin, de votre équipe et qu'ils adhèrent au niveau du process de façon à atteindre les objectifs dont on a parlé, les objectifs en commun. Donc c'est ce qu'on appelle le consensus, le travail. Numéro 5, gérer les conflits interculturels.
dès que possible, dès que possible. Il ne faudrait pas traîner, si vous me permettez l'expression. Donc, et pour cela, il faudrait donc prévenir, comprendre les origines enfin, des problèmes et assurer ce qu'on appelle l'harmonie. C'est très important au niveau enfin, de l'équipe. Numéro 6, la sixième solution. Alors, la sixième solution, c'est de fournir des programmes pour sensibiliser vis-à-vis de l'interculturel. Aussi, que ce soit au niveau des actes ou au niveau enfin, du langage. Donc, pour éviter en fait tous les malentendus et puis pour qu'il y ait ce qu'on appelle enfin, une communication effective. Numéro 7, donc la septième solution, c'est mettre en place une boîte de suggestions. Parce que vous avez, enfin, les profils et les caractères des gens, ça diffère, que ce soit au niveau de la nationalité, même, pardon, même enfin, au niveau enfin, des autres nationalités, c'est-à-dire les étrangers. Au niveau, comme je l'ai dit, en fait, la culture occidentale, c'est une culture directe, alors que la culture donc, orientale, c'est une culture indirecte. Parfois, on se sent timide enfin, pour s'exprimer en fait, devant les gens, surtout en ce qui concerne les conditions de travail, les observations, les méthodes de travail. On se dit, tiens, c'est mon patron, je ne peux pas lui adresser la parole de manière directe, hop, comme ça. Il faudrait, bon, il y a des manières, mais pour éviter, en fait, pour gagner du temps, enfin, et pour gagner du temps, et gagner bien sûr en termes de temps et d'énergie. Donc, vous mettez en fait des boîtes de suggestions et puis vous encouragez en fait vos employés à, à mettre leurs remarques, même à titre anonyme, il n'y a pas de souci. Bah, il n'y a pas de mal. Comme ça, vous allez les prendre en compte, comme ça pour améliorer en fait la productivité et la qualité en fait de travail. C'est très important. Cette boîte de suggestions, elle est très utile, hein, croyez-moi. Et d'ailleurs, en fait, les entreprises, ils font ça, enfin, au niveau de leur point de distribution, et ça permet aux clients donc de déposer en fait ses plaintes ou ses réclamations, sans pour autant qu'ils passent par les vendeurs. Parce que les vendeurs, peut-être qu'ils n'auront pas ce réflexe enfin, de transmettre les remarques. Alors, il y a d'autres manières en fait à le faire de manière, et puis que ça soit, ça doit être fermé à clé. Le patron il vient et puis il récupère en fait les remarques et puis il va ce qui se passe en fait au niveau de son entreprise. La même chose aussi pour l'ambiance de travail. Mettez une boîte de suggestions et vous allez voir en fait ça vous aidera en tant que gérant d'une équipe multiculturelle en fait à améliorer en fait enfin, votre touche et votre méthode, enfin, méthode de travail. Donc huitième solution, mettre en place donc une ambiance saine de travail pour se sentir chez soi. Je dis bien pour se sentir chez soi, chez soi. Imaginez par exemple, si vous mettez par exemple un espace de culte, un petit espace de culte, enfin, les musulmans, les chrétiens, les juifs, je dis les bouddhistes, n'importe quel type de religion. Enfin, imaginez par exemple qu'ils viennent et puis, enfin, à l'heure de leur prière, donc ils n'ont pas besoin en fait d'aller sortir faire la prière par exemple, où ils vont pas se gêner. Ils vont pas se sentir gênés. Donc dès que le temps arrive, ils vont se sentir comme s'ils sont chez eux. Ils font ça donc sans gêne, sans qu'ils soient stressés. Et croyez-moi, parce que un musulman pratiquant, donc il doit faire sa prière, enfin ses prières 5 fois à la journée, il y a des temps précis et à ne pas dépasser. Celle de l'aube, al-fajr, al-subh, et puis celle de du déjeuner, donc al-dhuhr, jusqu'à l'asr. L'asr, c'est pratiquement entre la mi-journée et puis le coucher de soleil, et puis il y a le maghrib, le coucher de soleil, et puis il y a l'isha. C'est là en fait fin du début de la soirée, ou plutôt bon début de la soirée, on pourrait le dire. Donc cinq prières, ils ont des temps précis. Hein. Faudrait pas dépasser le temps accordé pour chaque prière. Il y a un espace temporel, pratiquement, enfin, ça dépend enfin, des saisons, qui pourrait aller en fait de 3 heures, 4 heures jusqu'à 5 heures, 6 heures entre la première prière et celle qui la suit. Donc, si vous, surtout pour quelqu'un qui travaille qui va travailler par exemple 10 heures, il va au moins en fait, donc il va avoir besoin en fait de prier au moins 2 ou 3 prières chez vous. C'est-à-dire en fait au niveau de votre entreprise. Donc si vous lui consacrez en fait ce genre de privilèges, croyez-moi, il sera productif, hein, il sera à l'écoute. Aussi en fait, vous pourriez par exemple mettre une salle de jeu, il n'y a pas de mal pour ça. Et peut-être une crèche
pour les enfants. Enfin, si vous avez par exemple, que ça soit payant aussi, c'est un business. Donc vous leur offrez en fait un service au niveau de votre entreprise et surtout si vous avez par exemple des mamans enfin, qui travaillent chez vous, ils ont par exemple des enfants entre 2 ans, 3 ans jusqu'à 5 ans, enfin, avant l'école primaire. Enfin, enfin, ils peuvent faire ça. Surtout, moi je parle enfin, des multinationales, des grandes entreprises. Enfin, elles peuvent offrir ce genre de luxe. C'est un luxe, c'est vrai enfin, pour les employés, mais aussi ça vous aiderait en fait à éviter beaucoup de problèmes en ce qui concerne les retards, en ce qui concerne la productivité, le stress, à gérer beaucoup de choses et puis à éviter beaucoup de problèmes. Je donne seulement enfin, des suggestions et puis chacun donc il peut enfin, il sait ce qu'il a à faire tout simplement. Donc ce qu'on appelle se sentir tout ça pour que les employés en fait se sentent chez eux tout simplement, se sentir chez soi, c'est ça. Alors, neuvième solution, investir en dynamique de groupe. Comment? Vous allez me dire la dynamique de groupe. Ben, je pourrais en fait améliorer cette dynamique de groupe tout simplement en consacrant une fois par mois, il n'y a pas de mal, le temps à des activités pendant le week-end et à réunir en fait enfin, les membres de mon staff. Enfin, par exemple, organiser en fait des ateliers de cuisine pour qu'ils cuisinent ensemble de la pâtisserie, par exemple, pour qu'ils fassent de la pâtisserie ensemble. Je dis bien ensemble. De la peinture, des jeux collectifs. Croyez-moi, ça aide en fait à développer ce qu'on appelle en fait la dynamique de groupe. C'est-à-dire comment est-ce que je peux compter sur mon collègue. Moi, par exemple, en tant que Marocain, par exemple musulman, je peux compter par exemple sur un chrétien espagnol ou un athée français, ou, parce que quand on est différent, on est méfiant l'un de l'autre. On ne le montre pas, mais on l'est. Il faudrait qu'il y ait du temps en fait pour que, enfin, pour qu'on s'habitue l'un sur l'autre. Et pour cela, il faudrait organiser en fait des sorties, boire du café ensemble, apprendre à connaître l'autre. Et croyez-moi, ce genre d'activité en fait accélère la dynamique du groupe. Donc je peux compter sur vous parce qu'il s'agit en fait d'un travail d'équipe. Et vous savez, les, les, les- les Asiatiques, moi je me rappelle enfin, les années 80-90, je regardais des émissions sur télé. Enfin, enfin, surtout au Japon, ils faisaient des trucs très sympas. Genre, ils organisent en fait des jeux. Au niveau de ce jeu-là, par exemple, comment est-ce que je peux compter sur mon ami ou mon collègue dans un jeu de façon à, par exemple, carrément à dire, tiens, je compte sur lui pour faire telle ou telle manœuvre. Je me rappelle plus en fait, je me rappelle plus en fait, ce programme. Il était il est vraiment très super, très sympa. Ce genre de choses en fait, dont on a besoin. Moi, je parle en fait des grandes entreprises. Et ça pourrait être aussi calqué sur les petites entreprises, mais tout dépend enfin, des moyens que vous avez. Mais bon, le plus important, c'est le principe de la dynamique de groupe. Il faudrait en fait investir en dynamique de groupe. Dixième solution, c'est la dernière, et c'est celle d'impliquer votre personnel. Comment vous allez impliquer votre personnel? C'est tout simplement de se concerter avec eux et de comment dirais-je, de prendre leurs avis en ce qui concerne la prise de décision. Ne prenez jamais de décision tout seul. En tant que gérant, veuillez les impliquer s'il vous plaît. Ils vont se sentir en fait concernés et puis ils vont faire tout pour pouvoir atteindre vos objectifs, enfin vos objectifs, surtout s'ils se sentent concernés. Et croyez-moi, se concerter et puis se concerter en fait avec les autres, surtout avec vos employés, ça, ça permet en fait à faire ce qu'on appelle un nivellement, c'est-à-dire en fait à ce qu'il à ce qu'il soit responsabilisé et en même temps se sentir concerné. Il se dit, tiens, mon chef, mon patron, il a pris en compte mon avis, c'est-à-dire que mon avis, il compte. Ah, tiens. Et là, il se sent motivé. Et du coup, en fait, il donne ce qu'il a chez lui. Que ce soit en termes de prouesse technique, en termes d'effort, en termes d'implication, en termes aussi, peut-être, il se peut que ce monsieur-là ou cette bonne dame, par exemple, puisse avoir des avis
plus intéressant, plus important que votre opinion, votre avis. Le plus important, parce que vous avez par exemple une voiture, vous conduisez en fait la voiture, vous avez en fait un volant, vous avez en fait des indicateurs au niveau du tableau de bord. Chaque indicateur, il vous indique, par exemple, le niveau de l'huile, la compression de moteur, la vitesse, la résistance, pas mal d'indicateurs. Bah, les employés ils sont comme ça. Chacun, il est dans son poste, il va vous donner en fait l'information juste et utile. Vous êtes comme un chef d'orchestre. Vous allez en fait pouvoir réunir et ramasser et coordonner et mettre en sorte que la machine marche tout simplement. Et comment il faudrait que les composants enfin, de votre moteur ou de votre voiture soient en alerte et puis soient en bon état pour que vous puissiez en fait conduire de manière correcte. Et puis vous savez, vous tenez le volant, mais il faudrait savoir comment tenir un volant. Voilà. Ouais, j'essaie en fait de donner, enfin, enfin cet exemple m'a traversé l'esprit et puis je me suis dit tiens pourquoi c'est pour ça que je vous le propose. Il faudrait se détacher un petit peu de cet ego-là, de se dire tiens, non, non, c'est moi le patron, c'est moi le gérant, c'est moi qui sais, c'est moi le chef. Ah, il n'y a pas de mal. Enfin, vous leur demandez votre avis. À vous de l'appliquer ou ne pas l'appliquer, mais quand même. Eh ben, ça vous permettra. Peut-être que ici, il va vous proposer quelque chose et ça va vous donner en fait une autre idée. Puis vous allez rectifier en fait le cours des choses, enfin, la décision que vous avez l'intention de prendre. Peut-être qu'il va attirer votre attention sur un problème qui allait se produire. Moi, je trouve que on pourrait en fait carrément, enfin, au niveau du travail, enfin, déléguer et contrôler. Déléguer et contrôler. Ça va dans ce sens. Parce que quand vous déléguez, ça veut dire que vous allez vous laisser une marge de manœuvre pour la prise de décision. Et puis, et puis quand c'est validé, par la décision elle est prise. Et comme ça, vous responsabilisez en fait vos employés. Comme ça, vous ne perdez pas en termes de temps et d'énergie. Parce qu'imaginez que vous allez être impliqué au niveau de tout le process. C'est vraiment, ça va être, si vous pouvez dire c'est vraiment la galère, quoi. Vraiment la galère, quoi. Bon, enfin, mon intervention en fait arrive à fin. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez enfin, des suggestions, quoi que ce soit, je serai très heureux en fait d'y répondre. N'hésitez pas s'il vous plaît en fait à me les envoyer au niveau de la boîte des commentaires. Et je vous souhaite donc une agréable soirée. Et je termine comme à l'accoutumée donc par les deux versets coraniques. Le premier, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Le deuxième, وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Encore une fois, merci, au revoir à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.